Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler du rétrécissement mitral. Bon là c'est le cœur. Le cœur revient vers le cœur par les veines caves inférieures et supérieures, rejoignant l'oreillette droite. Ensuite il va aller vers le ventricule droit pour être éjecté dans l'artère pulmonaire. Rejoignons la circulation pulmonaire pour être oxygéné, revenant par les veines pulmonaires. Rejoignons l'oreillette gauche. Le sang va aller vers le ventricule gauche. Ensuite il va être éjecté dans l'aorte pour rejoindre la circulation systémique. Dans le rétrécissement mitral, c'est qu'il y aura un rétrécissement de la valve mitrale. On peut citer comme étiologie la plus fréquente le RA, rhumatisme articulaire aigu. On peut reconnaître ce rhumatisme à l'échographie par une symphyse commissurale. C'est que comme ça. Il y a un rétrécissement de l'orifice de la valve. Il y a un bouton de chemise. En cas d'RA, on peut avoir aussi une association avec d'autres valvulopathies. C'est ça. Bon, en cas d'RA, c'est qu'il y aura une difficulté d'écoulement du sang de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche. Bon, dans l'auscultation, il y a elle commence par le B2, fermeture des valves sigmoïdes et elle se termine par la fermeture des valves atrioventriculaires. Dans le RA, les valves sont souples, pas comme dans le calcifié où les valves sont calcifiées, sont rigides. Alors, quand les valves sont souples, on peut avoir un claquement d'ouverture mitrale. C'est que elles sont rétrécies, quand elles s'ouvrent difficilement et elles vont claquer. Alors, on peut entendre le claquement d'ouverture. Ensuite, il y aura un roulement diastolique. Je vous rappelle que dans la diastole, il y a le remplissage passif, la phase de diastasis et le remplissage actif. Dans ce cas, dans le rétrécissement, il y a le remplissage passif. Il se fait le plus normalement possible. Ensuite, pour le remplissage actif, c'est que dans l'état normal, c'est que l'oreillette va se contracter pour éjecter le restant du sang qui est dans l'oreillette gauche. Elle va se contracter, mais dans le cas du rétrécissement mitral, c'est qu'elle va faire beaucoup d'efforts, plus d'efforts que la normale. Elle va se contracter parce qu'il y a beaucoup de sang et l'orifice est petit. Alors, elle va faire beaucoup d'efforts. Et on va entendre un souffle présystolique parce que le sang va s'écouler difficilement. Alors, on va entendre un souffle présystolique. Alors, on peut dire qu'il y a un renforcement présystolique. Par la suite, comme finalité, l'oreillette va se fatiguer. Elle va se contracter, ensuite elle va se fatiguer. Elle va juste vibrer par la suite. Elle va plus contracter. Elle va faire des contractions inefficaces. C'est ce qu'on appelle la fibrillation atriale. Dans la fibrillation atriale, on avait dit que la contraction est inefficace. Alors, on va pas avoir ce renforcement. On va avoir juste le roulement. C'est tout. Alors, à l'auscultation, on peut être orienté. Pardon. Aussi, à l'état normal, si le sang s'écoule, si l'atrium éjecte le 100% du sang qui a été oxygéné, dans le cas du rétrécissement mitral, la valve va laisser passer que 60%. Les 30% restants vont rester dans l'atrium. Ce qui va causer la stagnation du sang dans l'atrium. Qui dit stagnation dit thrombose. Alors, on va avoir la formation de thrombie, surtout dans l'auricule gauche. Ces thrombies-là vont migrer vers la circulation systémique, causant des AVC, des infarctus un peu partout, spléniques, hépatiques, rénaux, mésentériques.
Alors aussi, comme le sang peut se thromboser, il peut revenir vers la circulation pulmonaire, augmentant la pression précapillaire, ensuite la pression capillaire, ensuite la pression postcapillaire, où il y a l'artère pulmonaire. Et après. Bon, vu qu'il y a une augmentation de la pression capillaire pulmonaire, il y aura par la suite une augmentation de la pression hydrostatique. La pression hydrostatique va diriger le sang du vaisseau vers l'interstitium et les alvéoles, causant une inondation alvéolaire, ce qui explique la manifestation de la dyspnée d'effort dans le RM. Alors là, on peut dire qu'il y a une insuffisance cardiaque gauche sans atteinte du ventricule gauche. C'est que là, le ventricule gauche est indemne. Il n'y a que l'oreillette gauche qui est atteinte. Elle est dilatée par le surplus du sang qui reste et elle cause toutes ces complications cardiaque gauche. Mais le ventricule gauche est indemne. En cas de fibrillation atriale, elle peut stimuler un petit peu les ventricules, causant des palpitations, causant des tachycardies, des palpitations, ce qui explique les signes fonctionnels de palpitations chez les patients. Aussi, revenons à l'hyperpression de l'artère pulmonaire. Vu que la pression va augmenter au niveau de l'artère pulmonaire, le VD n'est pas habitué à ces hautes pressions. Alors, il ne peut pas vaincre la pression qui règne au niveau de l'artère pulmonaire parce que l'artère pulmonaire, sa pression est très basse. Elle est aux alentours de 15 mm de mercure. Alors, il va se dilater. Il ne va pas s'hypertrophier comme dans le cas du VG. Il va se dilater. Alors, le sang va revenir vers l'oreillette droite, causant une insuffisance tricuspidienne fonctionnelle. Il va revenir. Ensuite revenir vers la circulation sanguine, causant une insuffisance cardiaque droite. Toutes les manifestations de l'insuffisance cardiaque droite. Insuffisance des jugulaires, reflux hépatogugulaire, formation d'acide, des œdèmes des membres inférieurs, tout ce qui en suit. Alors, on peut dire qu'on a une insuffisance cardiaque globale. On peut donner comme traitement, on peut instaurer comme thérapeutique des anticoagulants pour les thromboses. On peut donner aussi des diurétiques pour l'inondation alvéolaire. Des diurétiques. Des digitaliques pour ralentir la fréquence cardiaque, surtout pour le VD. Vu que le VD ne peut pas, on va dire, surmonter, on peut ralentir la fréquence comme ça, il peut bien s'adapter à cette hyperpression. Des vasodilatateurs, très bien. Bon, pour le traitement, on peut donner traitement chirurgical. On va dire non, pas traitement chirurgical. Il y a le traitement chirurgical, il y a le traitement percutané. Mais le percutané est plus préconisé que le chirurgical. C'est que on va rentrer par la veine fémorale, par la veine ensuite rejoignant la veine cave inférieure. On va créer un tronc interatrial. Ensuite, on va gonfler un ballonnet ici pour séparer les deux commissures. Ou bien par voie chirurgicale, à cœur ouvert, on va carrément déchirer les commissures. Commissurotomie. Ou bien remplacer la valve. Bon, pour la valve mitrale, on veut maintenir la valve native, naturelle, anatomique, le plus longtemps possible. Alors, on fait des commissurotomies, bien sûr avec un suivi cardiologique. Par la suite, pour la valve calcifiée, on peut préconiser
peut préconiser le remplacement de la valve. Mais le problème, c'est qu'avec le calcifié, il y a la calcification un peu partout. Les calcifiants peuvent entraver l'installation de la valve. Alors, c'est pour cela qu'on dit que la valve calcifiée a de très mauvais, et elle est à de très mauvais pronostics. Son pronostic est très sombre. Et notre vidéo touche à sa fin. Je vous remercie.